ici au cœur de Paris, à l'hôtel Hyatt, dans les salons. On va s'intéresser aux perspectives 2024. Qu'est-ce qui nous attend pour cette année financière, boursière, avec nos invités, des spécialistes, des experts. On est en compagnie de Christophe Machu. Bonjour Christophe. Bonjour. Directeur Europe de la gestion diversifiée chez M&J Investment. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. On est également en compagnie de Eric Simonet. Bonjour Eric. Bonjour. Relations investisseurs France pour Triodos Investment Manager. C'est ça ? Management. C'est une Triodos IM, voilà. Et puis Hussein Hassan. Bonjour Hussein. Bonjour. Vous êtes responsable du développement pour la France chez Skagen Funds. Alors un petit mot pour démarrer, tiens, on démarre avec vous Hussein de Skagen Funds pour bien vous situer en quelques secondes. Alors Skagen Funds est une maison de fonds de gestion basée à Stavanger en Norvège. Nous gérons environ 7 milliards d'euros aujourd'hui avec 4 fonds que nous avons distribués en France depuis assez récemment, 2-3 ans. Des fonds sur les actifs du nord de l'Europe ou... Alors non, pas spécialement, parce qu'on fait du value et que l'univers d'investissement scandinave était assez restreint pour aller trouver les pépites sur ces marchés-là. Ouais, restreint mais performant. Hein. Mais très performant, oui, vous êtes au courant. Donc on a vraiment étendu notre recherche, on ne s'est donné aucune limite, on est vraiment sans contrainte géographique. Et il se trouve qu'on a quand même une empreinte un peu plus forte dans les pays scandinaves, bien sûr. Eric, Triodos IM, un petit mot. Un petit mot, Triodos IM, société de gestion néerlandaise qui remonte à 1980, avec une spécificité, c'est de n'investir uniquement que dans l'impact positif, donc avec une grille d'exclusion également assez large. On gère un peu moins de 6 milliards, 100% en article 9. Et on termine, Christophe Machu, avec M&J. Présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors M&J Investment, c'est une société anglo-saxonne. On est présent à Londres depuis 1901, donc ça ne date pas d'hier. On gère aujourd'hui environ 380 milliards à travers toutes les classes d'actifs, cotés, non cotés. Et on est présent à Paris depuis 2007 et même dernièrement, on a monté un bureau d'investissement avec des équipes fixed income, ABS et multi-assets et également real estate depuis Paris. Ah ben voilà, l'Angleterre, les Nordiques, les Pays-Bas sont avec nous. C'est intéressant parce qu'on va avoir justement une vision peut-être pan-européenne ou du moins votre vision pour cette année 2024. 2023, on le rappelle, a été une année vraiment pleine de surprises. On nous promettait l'inflation, on nous promettait le pire. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas au niveau des indices, avec un formidable rallye boursier de fin d'année. Qu'en est-il pour cette année 2024 ? Quelles sont les prévisions ? On commence avec Triodos. Qu'est-ce que vous anticipez pour cette année ? Alors, en termes de croissance, on s'attend à une croissance inférieure. En fait, les mauvaises nouvelles qui étaient anticipées en 2023 vont être certainement reportées sur 2024, avec un ralentissement de l'inflation certainement moins rapide qu'attendu par les banques centrales. Oui. On s'attend à un déclenchement de baisse de taux à partir de la fin du deuxième trimestre de cette année. On a l'impression que tout est déjà dans les cours, excusez-moi de vous couper, mais c'est vrai que du moment où on a anticipé, on a vu cette détente extrêmement rapide, à peu près 100 points de base sur les taux. Ouais. Et on se dit, tiens, début 2024, d'ailleurs, ça s'annonce un peu compliqué du coup. Est-ce qu'on n'a pas mangé notre pain blanc ? Sur l'obligataire, on s'attend à des surprises quand même. Un écartement des spreads, très certainement. Et peut-être on va commencer à avoir des re-ratings sur la partie high yield avec des dégradations. Parce que toutes les mauvaises nouvelles qui ont été empilées, qui vont finalement arriver sur le marché, on risque de les voir arriver courant de l'année avec des récessions en Europe, aux États-Unis. Donc ça risque d'être d'une année un peu plus chahutée que 2023. D'accord. Donc, mais avec des opportunités. Ah, toujours. Comme toujours. Donc Eric Simonet, pas un long fleuve tranquille en tout cas, peut-être pas le grand ciel bleu qu'on nous annonçait en fin d'année. Chez M&J, quelles sont les perspectives ? Alors chez nous, on a une approche un petit peu différente. On ne fait pas de prévision macroéconomique sur la croissance ou l'inflation, parce qu'on estime que c'est extrêmement difficile et on aurait très souvent tort. En réalité, ce qu'on estime, c'est que tout comme 2023, vous l'avez rappelé, 2023, on a été assez surpris. Mais en réalité, 2022 aussi. 2022, il faut rappeler que c'est la pire année pour les marchés obligataires depuis un bon moment. Pour les actions et pour les obligations. Voilà, 2020, on a été extrêmement surpris également. Tous les ans, on a des surprises. Donc ce qu'on regarde, c'est plutôt là où les marchés font preuve de forte certitude pour arriver à tirer le contre-pied. Et en 2024, là où on voit ces fortes certitudes, c'est éventuellement sur le marché du court terme obligataire, avec des attentes de baisse de taux relativement importantes, autour de 150, 160 points de base. Ça nous paraît être relativement optimiste. Et l'autre côté, où pour le coup, c'est pas du tout optimiste, mais au contraire très pessimiste, c'est la Chine,
où on a fait le choix très récemment d'augmenter nos positions sur ce marché, parce qu'on voit énormément de scepticisme. Il faut rappeler que début d'année 2023 ou fin d'année 2022, le trade positif que les investisseurs anticipaient, c'était un rebond de la Chine, parce que l'économie chinoise se réouvrait. Au final, ça a été complètement l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, on estime qu'au contraire, la Chine va vers une récession, que l'économie chinoise est en forte baisse, et donc on a fait le choix de prendre le contre-pied. Il faut savoir que les marchés chinois, ils ont baissé de plus de 50% en l'espace de 18 mois. Donc on vous êtes dit c'est trop, à un moment on est trop négatif sur la Chine. Exactement, je pense qu'il y a une forme d'asymétrie dans le pricing du marché chinois aujourd'hui, étant donné que je connais peu d'investisseurs qui sont optimistes sur ce marché. La plupart des intervenants qui peuvent faire autre chose ont décidé de faire autre chose. Donc il y a peu de gens qui restent investis en Chine, et ça crée généralement un bon point d'entrée. Alors c'est vrai que sur la Chine, on a redécouvert le risque pays, bon, peut-être également sur la Russie, sur des... Voilà, on avait peut-être un peu oublié au cours des dernières années. Et puis là, c'est vrai que ça a été la surprise. On s'est dit, bah tiens, post-Covid, on réouvre, ça va rebondir comme on a connu en Europe, aux États-Unis. Pas du tout. On a eu ces grosses crises de l'immobilier notamment. Mais vous dites, on a peut-être trop tiré le curseur vers le bas. Je pense que cette crise immobilière, elle est bien connue. Elle est pricée d'une certaine façon par les marchés. En revanche, on ne parle pas du tout du fait que les indicateurs, par exemple PMI en Chine, sont au même niveau que les indicateurs PMI des États-Unis. On est légèrement au-dessus de 50. Donc oui, il y a des problèmes en Chine, notamment de dette, de problèmes de l'immobilier, un problème démographique, mais qui ne date pas d'hier. C'est des problèmes identifiés, connus. Ouais. En revanche, les investisseurs se polarisent uniquement sur les problèmes et pas sur les sources d'opportunités du marché chinois qui existent. On a un bon nombre de sociétés qui sont... BYD, un bon nombre de sociétés. J'aurais une question sur les arbitrages dans un instant, parce que on a aussi le taux de l'argent qui a remonté, le taux sans risque. Donc, est-ce que c'est la peine d'aller chercher du risque, justement? Mais on va terminer le tour de table avec Hussein Hassan de Skagen Funds. Alors, les perspectives vues du Nord, comment on voit ça? Quelles sont les perspectives pour 2024, Hussein? Alors, je rejoins les propos sur la Chine. Je pense que, justement, il y a un potentiel assez fort qui existe en Chine. Donc, c'est les visions de nos gérants de portefeuille, en particulier sur le fonds Contiki qui investit dans les marchés émergents. Surtout pour le fait qu'il y a une asymétrie entre ce qui est vendu aujourd'hui et ce qui est, on va dire, acheté par certains. Voilà, il y a une vraie peur sur les marchés, donc il va y avoir des gros écarts de valuation. La vraie question, c'est l'opacité du marché chinois. On a vu énormément d'entreprises qui ont souffert alors que les indicateurs montraient de fortes perspectives positives, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés dans ces entreprises-là. On a la chance d'avoir un gérant de portefeuille qui a passé 6 ans pour travailler pour le fonds souverain sur place et qui nous a dit que voilà, la vraie perspective pour 2024, c'est d'avoir la bonne information. C'est-à-dire le bon niveau. Ouais, mais c'est compliqué, mais quand on l'a, en tout cas, ça a une vraie. Avec des statistiques, pas toujours. Voilà, on ne sait pas d'où elles sortent un petit peu. En Chine, mais quand on a les bons relais sur place, oui. Ça permet de trouver des pépites sur le marché chinois. La Chine continue d'être le moteur de croissance du monde et continuera à l'être pour l'avenir. L'autre partie intéressante qu'on a vue ces derniers temps, et comme investisseur à contre-courant value chez Skagen, ça nous occupe beaucoup de temps, c'est l'immobilier. L'immobilier a pris un choc assez fort et va continuer, l'immobilier réel va continuer à le subir, puisque finalement, je pense que la vraie question, c'est pas plutôt quand est-ce que les taux d'intérêt vont baisser, mais quand est-ce qu'ils vont retrouver un niveau aussi bas qu'on l'a connu pendant une décennie. Je pense qu'on ne va pas le voir avant quelques temps. Donc on va forcément avoir des entreprises d'immobilier réel qui vont continuer à souffrir. Dans quelle zone géographique? Alors là-dessus, j'allais plutôt parler d'une manière générale. Le fait que dans l'immobilier action, le choc a déjà été encaissé. Okay. Donc on est sur une phase de réappréciation, ouais. Et c'est là que nous on a nos conseils d'investissement réaliser justement cette prise de valeur avant qu'elle soit trop tard. Donc on résume Chine, immobilier, on peut recommencer à... Alors non, justement, on ne lit pas les deux aujourd'hui. L'immobilier en Chine est difficile. Non, Chine d'un côté, voilà, exactement. Et immobilier, voilà, classe d'actifs en tout cas à regarder. Alors j'ai une question, après on reviendra sur les obligations, c'est justement par rapport à la Chine où d'une manière générale, les actifs un peu plus risqués, parce qu'on a effectivement, aujourd'hui on peut placer son argent sans trop de risques à 3, 4, 5%. Dans ces conditions, est-ce qu'il y aura vraiment une surperformance au vu des risques, parce que c'est jouable?
On l'a vu en 2023. Au final, c'est vrai quand on regarde facilement les rendements qu'on peut obtenir sur le cash ou sur les actifs un petit peu plus risqués, on se rend compte que en fait, le cash, il est plus performant. Enfin, il a un rendement supérieur aux obligations d'État et même à l'investment grade, quasiment partout. Ouais. Et même, si on regarde le cash aux États-Unis, a un rendement supérieur au rendement des sociétés américaines actions. Mais la seule différence, c'est que les actifs actions sont des actifs réels. Donc, quand on a une inflation qui est un petit peu plus élevée, au final, même si le rendement est un petit peu plus faible, en fait, généralement, les sociétés sont capables de repasser cette inflation au consommateur. Et donc, cette inflation, il faut l'ajouter au rendement nominal qu'on peut obtenir. Ça veut dire que dans le temps, on va rattraper? Ça veut dire que dans le temps, on va le rattraper tant que la croissance n'est pas impactée. Donc, le gros sujet, c'est de savoir si ces actifs risqués vont être pénalisés par la hausse de taux qu'on a connue de la part de la Réserve fédérale et de l'ensemble des banques centrales, ou si ces actifs risqués vont être affectés par cette hausse de taux. C'est ça le vrai enjeu. En 2023, on s'est aperçu que l'impact était relativement modéré. Je pense que structurellement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'impact des hausses de taux sur l'économie est beaucoup plus faible aujourd'hui que si on fait une analyse historique, et notamment si on prend en compte les années 50, 60, 70, 80, 90, parce que l'économie aujourd'hui est beaucoup plus diversifiée. Dans les années 50 à 90, on est dans une économie beaucoup plus manufacturière, qui est extrêmement dépendante des cycles économiques, qui est très cyclique et qui est très dépendante des hausses et des baisses de taux. Aujourd'hui, on a une économie principalement drivée par les services, qui est beaucoup moins dépendante de ces hausses de taux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de récession, mais si on regarde les récessions des 20 dernières années, elles sont plutôt liées soit à une explosion de bulles obligataires, une explosion de bulles immobilières, soit un élément exogène, le Covid, bon, ça aurait pu arriver dans n'importe quelle année, que des éléments vraiment proprement cycliques qui viennent affecter l'économie à partir de hausses ou de baisses de taux. On peut avoir des reculs économiques, mais ils ne sont pas aussi importants. Et c'est assez vrai, puisqu'on a eu cette formidable hausse de taux qui vient de se terminer, puisque la Fed et la BCE ont enfin appuyé sur le bouton pause, mais on a eu 10 hausses de taux successives pour aller très rapidement à 5%, sans effectivement provoquer de récession, en tout cas pas pour l'instant. Éric Simonet, question justement sur les obligations, vous en avez parlé. Sur quel segment on va aujourd'hui? Est-ce que c'est du corporate, on va chercher du high yield? Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous déjà on n'investit pas en high yield, parce que nous on a une perspective de gestion à impact. Donc la majorité de nos portefeuilles obligataires, exactement. Impact, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours une thématique porteuse, que les clients sont toujours appétents justement à placer leur argent dans quelque chose qui va impacter? Il y a de l'impétence, il y a de la demande. L'année dernière nous a montré que les résultats étaient tout à fait en ligne, donc on ne perdait pas de performance à investir dans de l'impact versus des classes d'actifs plus grises. Donc nous on est plutôt focalisé sur tout ce qui est investment grade, vraiment très haute qualité, et puis sur des green bonds, des social bonds. Donc l'an dernier, on a eu un rendement obligataire de l'ordre de 6% sur notre véhicule d'investissement. Et sur l'impact, voilà, on a de plus en plus de demandes. On voit que les émissions obligataires sur les green bonds, les social bonds sont de plus en plus souscrites, voire sursouscrites. Donc il y a cet intérêt des investisseurs institutionnels, il y a l'intérêt des investisseurs retail, banques privées, family office, qui viennent chercher de la diversification dans des gestions à impact, mais aussi de la décorrélation. Très bien. Alors justement, on va se livrer dans les quelques minutes qui nous restent à un petit exercice, chers amis, en direct de ce grand forum du patrimoine. On sent que l'ambiance est en train de monter autour de nous. Je vais vous demander juste un mot qui résume cette année 2024. Voilà, qu'est-ce que vous anticipez pour cette année sur l'économie? Quel va être un peu le driver? Et on démarre avec Hussein Hassan de Skagen Funds. Le mot de l'année pour vous, ça va être quoi? La dette. La dette? La dette, parce que je pense qu'on a toujours essayé de trouver les stocks justement qui étaient résilients sur le long terme, avec un niveau de dette finalement plus bas que le reste du marché, ce qui nous a, pendant une période, un petit peu coûté en termes de rendement relatif au reste du marché, mais on s'y est tenu. Et on s'est rendu compte que ces entreprises-là, qui étaient des gagnants structurels, parce qu'ils avaient une vision à 10 ou à 15 ans, nous permettait d'avoir une performance un peu moins forte année par année, par contre beaucoup plus forte sur une moyenne de 10, 15, 20 ou même 30 ans. Skagen a aujourd'hui 30 ans, certains de nos fonds font jusqu'à 12,5% annualisés depuis cette période-là. Donc le fait d'avoir été chercher des titres trop endettés aurait pu nous coûter, et on est content de ne pas l'avoir fait. Voilà.
Voilà, donc attention à la dette pour cette année 2024 des sociétés trop endettées. Donc. Et ça permet, si je peux ajouter une petite chose, on voit le marché être de plus en plus rapide en termes voilà, les entreprises ont besoin de s'adapter très rapidement aujourd'hui. Avoir un gros niveau de dette empêche premièrement de pouvoir acquérir ces petits concurrents ou ces suppliers, enfin ces fournisseurs qui peuvent être très utiles dans la chaîne de production, d'avoir une chaîne de production maîtrisée. Ils peuvent aussi être des freins à une adaptation très rapide du niveau de prix, de l'inflation. Nous, les entreprises qu'on a choisies dans ce domaine-là ont été résilientes et nous ont permis de faire les résultats qu'on a aujourd'hui. Et voilà, dans la durée, donc attention à l'endettement, notamment à l'heure où l'argent coûte de plus en plus cher. Christophe Machu, M&G Investments, un mot. Un mot, je dirais tactique. Je pense qu'on a parlé un petit peu du cash, mais étant donné qu'on peut aujourd'hui être assis entre guillemets sur du cash et attendre et être rémunéré pour cette attente, la gestion tactique devient encore plus importante, avec des degrés de variation qui peuvent être encore plus importants pour tirer parti des mouvements de volatilité de marché. On l'a dit, 2023, ça a été quand même une année surprenante. Il ne faut pas oublier qu'au début, surtout sur les marchés obligataires, jusqu'en septembre-octobre, on a quand même une phase de hausse des rendements obligataires assez importante. Et puis même sur les marchés actions, on a eu aussi de la volatilité de ce côté-là. Donc, je pense que si on est capable de tirer parti de la volatilité des marchés en 2024, étant donné qu'on aura probablement, comme toutes les autres années, des surprises importantes, le côté tactique, plus encore que le côté stratégique peut-être, sera intéressant et sera important à utiliser. Très bien, et on termine avec Eric Simonet, Triodos IM. Le mot de l'année. Transition. Oui. Transition, regardez effectivement toutes les sociétés qui ont un service ou un produit lié avec les transitions nécessaires que l'économie, la société doit mettre en place. C'est les vraies valeurs de croissance de demain. Et si je peux rajouter à ça, effectivement, momentum. Il va falloir choisir le bon moment. Il y a des classes d'actifs qui ont été un peu plus chahutées et qui offrent pas mal d'attraits, par exemple comme les small et mid cap, qui ont un potentiel de rattrapage. Ça fait pas mal de temps qu'on dit ça. Peut-être c'est effectivement 2024 sera l'année. Ce que je dis toujours, les small et les mid cap, ça s'achète et ça se vend. Donc il faut trouver le bon momentum, justement. Exactement. Un grand merci à nos invités. Christophe Machu pour M&G Investments, Eric Simonet pour Triodos IM et Hussein Hassan Skagen Funds. Effectivement, cette année 2024 s'annonce passionnante et on la suivra bien sûr sur For Change. À très bientôt. On se retrouve dans un instant pour la suite du Grand Forum du Patrimoine.